tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre émission de référence, le LGF, le grand forum, suivi de plus en plus, y compris par les ennemis, que je salue et que j'embrasse très fort. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2, c'est parti pour le LGF avec au programme aujourd'hui. Et dans quelques minutes, évidemment, on va parler de ce sujet ô combien d'actualité. Le Parti Socialiste va-t-il imploser à quelques heures d'une réunion importante pour valider l'accord avec la France insoumise, sauf qu'il y a des éléphants qui sont pas trop d'accord avec ce qui est en train de se faire, avec la décision de la direction du Parti Socialiste. On en reparlera. Le zapping, là aussi on fera un petit tour du côté de Marseille avec encore des violences hors normes à coups de hache. Ça s'est passé le week-end dernier, mais pas que. Évidemment. Et puis invité exceptionnel tout à l'heure, c'est un témoignage, elle s'appelle Yamina, elle subit depuis plus de 18 ans maintenant, elle nous racontera son calvaire qu'elle subit depuis plus de 18 ans, des violences conjugales et même bien au-delà, de la part de son ex-compagnon mais aussi de la part de la famille de son ex-compagnon. Affaire terrible, elle était protégée jusque-là, elle ne l'est plus depuis 2 jours. Donc c'est avec une certaine peur, et on peut le comprendre, qu'elle viendra dans nos studios sur France Maghreb 2, mais elle sera bien entourée et avec bienveillance, bien entendu. Et puis le quiz, évidemment, tout à l'heure en fin d'émission, et vos appels en direct au 01 40 33 9000 à n'importe quel moment dans cette émission. Vous êtes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les bienvenus. Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est le Grand Forum, votre émission. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Ouais. Le Grand Forum. Eh oui, bienvenue à vous avec notre journaliste Audrey Pronostic qui est avec nous. Bonjour ma Audrey. Coucou Christophe, ça va? Bah moi, super. Bon, je vois ça, c'est très bien, Audrey, bienvenue. Non, mais en plus, franchement, j'ai écouté attentivement le sommaire et franchement, je sens que l'émission va être très très riche en émotions. Non mais Audrey, là ça fait genre on prépare pas nos émissions, donc le sommaire tu l'as pas découvert en direct, rassure-moi. Non, mais je t'ai écouté. Non mais, tu vas faire croire aux gens qu'on prépare pas les émissions après, tu vois, voilà, bien sûr. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit que tu donnes envie d'écouter l'émission. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis Audrey, mais fais attention parce que après ça me retombe dessus. La belle histoire est avec nous, comment ça va Bam? Me permets-tu, cher Oui, Christophe, de faire une petite improvisation dès le début? Vas-y. Salamu alaikum, sahaïdekoum. Sur France Maghreb 2, Salamu Voilà, vous avez compris. C'est pas mal. Sûr que t'es sénégalais, toi Oui, je suis sénégalais. Je le précise, hein, pour les auditeurs français. Là, tu m'as devancé, là. Il est avec nous, Smaïn Tefour, notre journaliste. Bonjour, bon Smaïn. Bonjour, Christophe. Comment ça va? Très, très bien. Aïdek Moubarak. Aïdek Mabrouk aussi à nos auditeurs, dont les réactions, les interventions deviennent de plus en plus pertinentes et je les remercie pour leur intervention. Tu as raison. Ouais. Même les trolls. Ah, les trolls, franchement, on les laisse faire, Les chiffres, les lettres, tout ça. Les mecs sont très forts, hein. Ah bah pas oui, très courageux, mais très forts. On manque de preuves déjà. Ouais, c'est ça. Ali, notre directeur commercial, comment ça va, mon Ali? Très bien, et Aïd Mabrouk aussi à toutes les auditeurs, les auditrices. Parce qu'on fait 2-3 jours. Hein. Ouais, c'est ça, mais là on est au-delà des 3 jours. Là, alors nous on pensait qu'Audrey allait nous ramener des gâteaux, mais en fait, on n'a pas de gâteaux. Hein. Audrey. Ah bah voilà, c'est pour ça en fait que vous m'attendiez. Et je salue Nadège qui est aux commandes des réseaux sociaux du LGF, le Grand Forum FM2, sur Twitter, sur Instagram, et Christophe le Grand Forum sur Facebook. Et vous êtes de plus en plus à nous suivre là. Voilà, merci à vous en tout cas d'être de plus en plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que ça se passe. Ça va ma Nadège? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Alors, bienvenue à tous les amis, c'est parti. On entame notre premier sujet parce que le LGF, c'est évidemment plus de débats. Le Parti Socialiste, ou du moins ce qu'il en reste. De candidats socialistes aux législatives. J'ai pas le chiffre à vous donner en détail ce matin. On parle de 70 circonscriptions. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on a fait ce qu'il fallait parce que c'est plus que ce que la proportionnelle stricte, qui était quand même le point de départ, c'est-à-dire on disait voilà, on part de la proportionnelle à l'élection présidentielle. Franchement, on a fait plus que ça. Nous sommes à quelques heures d'un moment historique attendu depuis des années
par le peuple de gauche. Nous ne gagnerons pas si demain il y a un parti unique, chapeauté par Jean-Luc Mélenchon, et derrière lequel tout le monde devrait se rallier. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, le leader de cette union, c'est les Français. Les socialistes ont obtenu 70 circonscriptions en cas de candidature unie, mais rien n'est encore acquis. vous ferez campagne avec le tract Mélenchon Premier ministre. Ce sera l'affiche de campagne, ce sera Élisez-moi Premier ministre avec la tête de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera ça que vous distribuerez? Non. Si ce Parti socialiste continue à être comme il est aujourd'hui avec Olivier Faure, vous êtes d'accord avec moi, sinon vous partez. Si c'est ça, ce parti qui se réduit, qui se recroqueville, eh bien je partirai. Bien sûr, mais je vais pas non plus dire je pars tout de suite. On peut pas tolérer qu'on passe un accord, qu'on s'accorde sur une répartition, et puis qu'à côté il y ait des dissidences. Donc ça veut dire que chaque formation politique sera engagée à faire respecter cet accord. Ah bah évidemment. Potentiellement les dissidents. Bien sûr. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a lui annoncé ce soir qu'il quittait le Parti socialiste. Et c'est l'ambiance des mauvais jours au Parti socialiste, évidemment, avec cette direction qui a scellé donc cet accord qui devra, je le rappelle, être validé en conseil ce soir, sauf qu'il y a beaucoup de résistance et beaucoup de dissidence, et pas des moindres. D'ailleurs, donc Cazeneuve, vous l'avez entendu, l'ex-premier ministre a quitté le navire. François Hollande, Cambadélis ou encore Claude Barthelone entendent mener une bataille de l'intérieur face à un Olivier Faure qui peine à convaincre au vu de cet accord au sein même de ce Parti socialiste. D'où ma question aujourd'hui, mon cher Ali. Est-ce que ce Parti socialiste est au bord de l'implosion ? En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour démontrer que le parti... je pense que c'est un peu une suite naturelle. Hein. On voit le résultat qu'il a obtenu au présidentiel. On était à 80 ? Voilà, à 80. Quasiment ça correspond au litre de gasoil. Ouais, exactement. Ouais. Même pas le prix d'un café. Ouais. Donc, effectivement, je pense que ce parti... alors, ce qui est paradoxal, c'est que... ils sont tous en train de sortir un petit peu, comme François Hollande. Et ce qui est assez impressionnant au travers du Parti socialiste, c'est que personne n'assume les responsabilités de l'échec, du naufrage de ce parti. Parce que pour faire moins de 2% 5 ans après, c'est qu'à mon avis, des responsabilités. Donc, certainement Manuel Valls, M. Cazeneuve, M. François Hollande. Alors, petit aparté, tiens, puisque tu parles de Manuel Valls, nous vous disions hier qu'il a été choisi par la majorité présidentielle pour être candidat dans la 5e circonscription des Français établis à l'étranger, cette 5e circonscription qui regroupe l'Espagne, le Portugal et Monaco. Et bien voici un nouveau casting qui se remplit de jour en jour, la majorité présidentielle. Zineb El Razaoui, qui obtient elle la 10e, c'est le Maghreb. Waouh, ça donne envie, hein. C'est un bon casting. Hein. Ah ouais, super casting, hein. C'est vrai que c'est une. Bah là, on voit qu'effectivement, finalement, il y a très très peu de conviction. Il y a de la voltige. On voit que sincèrement, maintenant, là, on est dans des places, on est dans des transferts. Chacun veut avoir une petite place pour avoir un salaire. On peut pas me raconter d'autres histoires. Et la responsabilité, ce que je disais auparavant, c'est que des gens, lorsqu'ils échouent, même dans une entreprise, au bout d'un moment, il faut partir, il faut laisser un peu d'autres personnes arriver. Et ces gens-là veulent s'arc-bouter en disant le Parti socialiste. Mais le Parti socialiste, déjà, n'existe plus, donc qu'on le veuille ou non. Ils veulent s'arc-bouter. Moi, quand j'entends François Hollande parler, sincèrement, j'ai de la peine pour lui, parce qu'il se remet pas en cause, il n'assume pas ses responsabilités. Alors qu'il a été le fossoyeur du PS. Alors qu'exactement. Manuel Valls, qui aujourd'hui, t'imagines, ce type-là, mis à part aller à la soupe, non mais vulgairement parlant, on dit tu peux le dire, vas-y. Il va à la soupe, ce monsieur, donc il n'a pas de conviction. C'est même pas la chamba à ce stade. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont en train de nous dire, en fait, ils veulent justifier, ils veulent légitimer leur départ à la soupe, en disant que la maison qu'ils sont en train de quitter, elle est, entre guillemets, elle n'existe plus. Mais c'est eux qui ont contribué à la disparition du Parti socialiste. Ouais, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien du tout. Smaïn, le Parti socialiste au bord de l'implosion ou pas? Ça pourrait être le cas, comme ça pourrait aussi être... donc, ils vont plutôt créer peut-être l'aile droite du PS, pourrait être amené donc, à créer un parti, donc à l'issue de ce conseil qui va donc, se dérouler ce soir. Donc, s'il y aura une dissidence d'une bonne partie de la gauche, ils vont peut-être se diriger vers donc la République en marche. C'est pour donc convoiter des postes, hein, il est évident. Hein, donc. Fort, il leur a dit, hein, si celui qui est pas content, il part. Hein. Ah ben c'est clair. Donc après, il y a les authentiques apparemment qui vont rester. Et Martine Aubry quand même. Martine Aubry qui fait appel à l'accord. Hein, absolument, elle soutient cette alliance. Et vous avez d'autre part un certain Cazeneuve qui apparemment est pressenti pour être Premier ministre. Ah non.
Paraît-il. Bon, non. Non, mais c'est une éventualité, Christophe. Je ne parle pas dans l'absolu, mais toujours est-il que c'est une donc pour ressortir le casting de Hollande, c'est pas la peine. Hein, merci. On ne le souhaite pas, ça c'est sûr, mais toujours est-il qu'en politique, il n'y a pas de copinage, il n'y a que des intérêts. Ça c'est sûr. Voilà, Audrey, le Parti socialiste va mal. Bien sûr qu'il va mal, c'est pas une nouveauté. Alors pour répondre à ta question, je pense que c'est déjà le cas en fait. Ça fait déjà un moment qu'il a implosé. Maintenant, par rapport à l'accord avec la France insoumise, ça me fait doucement rire. Déjà, on voit déjà avant même qu'il y ait validation officielle du Parti national socialiste ce soir. Il y a déjà tout un tas de personnalités, comme tu l'as très bien rappelé tout à l'heure. Ce sont les éléphants, les personnalités emblématiques. Hollande, Barthelone, les éléphants, ça trompe énormément. Cavadélis. Bien connu. Pardon ? J'ai dit les éléphants, ça trompe énormément, c'est bien connu. Oui, on a quand même Jean-Marc Ayrault qui parle de rafistolage. Donc, quel aveu de faiblesse. Donc, à partir de là, déjà, il y a problème. Donc oui, moi je pense que alors soit ils iront jusqu'au bout parce que effectivement ils n'ont pas le choix. Je pense qu'il y en a certains qui vont soutenir cet accord parce que ils n'ont pas le choix et ceux qui se désolidarisent de cet accord, dans tous les cas de figure, vont fragiliser encore plus un mouvement qui est inexistant. Ali, tout à l'heure, a dit une chose totalement vraie, c'est que... Ça lui arrive. Le fait de vouloir raccrocher un petit peu les wagons, en fait, fragilise beaucoup plus la démarche de la gauche. On a des personnalités du NPA comme Besancenot qui, eux, veulent une gauche, une vraie rupture. Alors là, on est encore dans un autre état d'esprit, mais là, il y aurait une nouvelle proposition. Mais garder les anciens pour essayer de s'acoquiner. Et puis, on sait très bien que une fois que les circonscriptions elles seront distribuées, ça va repartir comme avant. Et puis, basta. On le sait maintenant, c'est 70 circonscriptions que le Parti socialiste aurait obtenues sur les 577 au vu de cet accord. Donc, évidemment, il y en a plein qui vont être laissés pour compte. Et surtout... Donc, comment prendre au sérieux cet accord, bien sûr. Surtout, Ali, c'est que a priori, la direction du Parti socialiste, en cas de refus de cet accord, ce soir, il n'y a pas de plan B. Ah bah oui, ça je pense. Oui. Non, mais tout à fait. Mais je pense que ils l'ont avoué, hein. Il n'y a pas de plan B. Oui, bien sûr, il n'y a pas de plan B puisqu'ils sont tous en train de torpiller. Même le président, tout le monde parle de cet accord de gauche. J'ai l'impression que quelque part, ils ont un peu peur. Hein. C'est terrible, hein, parce qu'à défaut de parler chacun de son programme et de ses candidats, ils sont tous en train de tirer à boulet rouge sur cette union de gauche qui, moi, quelque part, m'interpelle un peu. Tu disais avant, 2017, Macron est élu, le Parti socialiste. Depuis 2017 à 2022, c'est le désert. Ouais. C'est vraiment le désert. Il n'y a rien eu. Ouais. Et ils ont sorti une candidate qui s'appelle Anne Hidalgo, je crois, à quelques mois, qui voulait être présidente. Mais moi, je regrette, quand on échoue, on se doit de partir. Et moi, je dirais sincèrement, moi, je voudrais que tous ces gens-là partent et qu'ils laissent place à des jeunes, à des nouveaux, à de nouvelles personnes, avec peut-être effectivement un vrai projet socialiste, certainement, parce que ces gens-là, que ce soit des Cambadélis ou des Bernard Cazeneuve, je pense que demain matin, si Bernard Cazeneuve vont lui proposer un ministre avec une voiture et un ministère, un Marocain, je ne pense pas qu'il dira non, il va accepter tout de suite. Un quoi, t'as dit ? Un quoi ? Un Marocain. Ouais, non, fais gaffe parce que tu dis j'ai assez de problèmes avec eux. Arrête. C'est un Non mais c'est un vœu pieux, on est d'accord. C'est un vœu pieux, c'est voilà. Christophe. Oui, pour parler de plan B, au fait, le seul plan B qui soit donc en perspective, ça sera la dissidence. A priori, il va y avoir une dissidence. Il se pourrait aussi que le parti, donc le PS, qui croit que, enfin, c'est ténor, ils croient qu'ils sont toujours donc en position de force, ce qui n'est pas le cas. Et à ce moment-là, s'il y aura dissidence, il y aura automatiquement donc disparition de ce parti.
Ouais, c'est la mort annoncée du Parti Socialiste, c'est ce que dit d'ailleurs en déjà sous-jacent mort un petit clinique, peu hein. François Hollande. Il dit, on est de mort clinique déjà, Christophe. Ouais, il disait Mais dans que... tous les cas, en fait, c'est ça. Oui, mais écoute, depuis 2017, ils ne parlent pas, les socialistes. On est Ouais. dans un contexte Mais oui. social. Depuis 2017, quand tu prends les chiffres à l'appui, on était dans un contexte social qui était de plus en plus difficile. Oui, mais Ali, il s'agit de, Oui. de la sauvegarde du parti, parce qu'on rappelle que les législatives, c'est quand même pour chaque électeur 1,64 €. Oui, 1,67 €. Oui, mais bon, oui, bah, Ah ouais, mais oui, c'est important, c'est là qu'il faut comprendre un petit peu là. Oui, mais c'est pas grave, il faut reconstruire, c'est pas gênant. Ouais, mais là, il faut la sauver problématique là, il faut remplir les caisses. Ben, 70 C'est la personnes, priorité. 70 peut-être éventuellement députés, ben, c'est mieux que rien dans l'absolu. Sinon, ils vont avoir quoi, à ton avis? Ils en ont Regarde, 35, je crois, aujourd'hui. Ils ont 1,8%, mais s'ils partaient tous en cavalier seul, un peu en Robinson Crusoe, à mon avis, personne ne va être réélu. Bon, Personne dans un instant, ne va la être question réélu. qu'on va se poser, au-delà de cet accord avec donc du Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste, le MPA et la France Insoumise, évidemment. En tout cas, il y en a un qui a bien pris sa revanche, qui a été 30 ans au Parti Socialiste et qui est lui aussi un éléphant quelque part. Jean-Luc Mélenchon a-t-il a-t-il gagné son pari surtout? Et selon vous, est-ce que la gauche unie peut-elle gagner aux législatives? On peut se poser la question, on se la pose dans un instant, 01 40 33 9000. À vous de nous rejoindre sur France Maghreb 2, c'est le LGF avec Audrey Pronostai, avec Smaïn Tefour et avec Ali. Et la belle histoire qui écoute assidûment cette émission et qui nous fera sa chronique tout à l'heure. J'en suis sûr qu'il y en a qui vont prendre cher, à tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, je tiens à lancer un coup de gueule. Ah. Oui, non, je voulais lancer un coup de gueule. Les chroniqueurs qui sont venus depuis lundi, il n'y en a pas un qui a ramené un gâteau. Pas un. Moi, c'est pas une. Quand je ramène avec moi, mais c'est vrai que sont là où j'ai failli à mes devoirs. Là, tu vois. Occupe-toi de ma parole. C'est scandaleux, hein. Ce qu'on va faire, Christophe, Oui. on va faire quelque chose de très simple. Il me semble, si Oui. je ne dis pas de bêtises Oui. et si j'ai bonne mémoire, Oui. que c'est ton mois d'anniversaire ou pas? Oui. Voilà. Ah ben. Oui. Donc on amènera On va dans s'y la atteler, circonstance. Je vous le donne le 29 mai. Voilà. Ah bah Prenez t'es date. né le même jour que mon neveu, toi. Ah bon? Ah, je te le jure, donc Ouais. je penserai toujours à toi. Est-ce alors. qu'il est aussi intelligent et beau que moi? Il est très très beau. Bon, ça va. Ça va alors. Ça va. Et il est adorable surtout. Non, c'est pas Ryan, Voilà. c'est un autre, Ah, c'est Rafik. pas Ryan. Non, Cher. c'est pas Ryan, Audrey. Ouais, cher. Voilà. Ah, Non, c'est pas Bah, Ryan. Bon voilà, mon coup de gueule est passé. Salut, Il y en a pas Audrey. un qui m'a ramené un petit gâteau. Oui. Rien. Voilà. Moi je vous supporte tous les jours. Il y en a même pas On un te qui. ramènera une tarte. Une tarte. Attends, je mérite une tarte moi. Franchement. Smaïn Tefour, journaliste, est avec nous. Ali, notre directeur commercial. Audrey Pronosti, journaliste, qui est avec nous, et la belle histoire aussi. Ça va la belle histoire? Oui, ça va très très bien. T'as commencé à. Bah en fait, À écrire j'ai ta feuille déjà, blanche. oui voilà, ça commence déjà là. J'ai déjà une demi-page remplie. Ah ouais déjà. Et on a déjà le nom de la chronique du jour. Ah, ça s'appellera. Ça s'appellera violence conjuguée. Ah pas mal. aïe, aïe, aïe. Violence conjuguée, très bien. Et Audrey qui nous réserve d'ailleurs une petite chronique à propos de ce sujet qui s'appellera l'emprise. L'emprise, voilà. Alors, revenons à nos moutons, si je puis dire, même si ce ne soit pas encore Oui. l'Aïd l'Aïd El-Kébir, pardon. Petite dédicace à Brigitte Bardot. Alors, le Parti Socialiste, évidemment, l'accord, est-ce que le Parti Socialiste va-t-il imploser? On a répondu en partie à cette question. Maintenant, on va passer à l'autre partie de la question. Est-ce que la gauche unie, ils auraient pu faire ça pour la présidentielle, peut-être que ça nous aurait évité un second tour Marine Le Pen-Macron. Pour autant, donc, chacun essaye de sauver un petit peu sa peau, hein, c'est ce qu'on peut en tout cas en retenir de cet accord, de ces accords scellés autour du programme de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, qui en ressort, Ali, comme étant le grand gagnant finalement de cette histoire. Il a pris une espèce de revanche, même si lui-même, clairement, quand il dit Premier ministre, je pense que lui-même, je sais que c'est peut-être pas pour l'instant possible à 100%, mais pour autant, le coup est bien joué. Bah, il est vrai que dans le cadre de l'élection présidentielle, il souhaitait faire l'union autour d'une personne. Ouais. Donc, visiblement, ça a échoué, Ouais, puisque tout le monde est parti un peu en candidat libre. c'est ça. Qui plus est, si on cumule un petit peu les gens aujourd'hui, que ce soit Jadot, Roussel, ben on s'aperçoit qu'effectivement, malheureusement pour lui, mathématiquement,
il aurait peut-être pu accéder au second tour. Voilà. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, dans le cas des institutions, on est plutôt dans une union pour le programme, d'accord ? Et là, aujourd'hui, pour le gouvernement, et là, tout le monde est plus ou moins d'accord, parce que tout le monde, on se rend compte qu'effectivement, il y a possibilité d'un consensus, puisque là, on ne va pas voter pour une personne, mais on va voter effectivement pour, il peut y avoir des écologistes, des gens du PS, ou l'ex-PS, pardon, et des gens de la France Insoumise. Je pense qu'en termes de stratégie, c'est plutôt très très bien joué de la part de Mélenchon. Voilà. Par contre, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va gagner ? Est-ce que la gauche unie peut-elle gagner ? Moi, personnellement, je suis plutôt malheureusement pessimiste. Dubitatif. Et pour la simple et bonne raison, c'est que j'entends depuis que les élections ont commencé législatives, ce mot d'islamo-gauchisme qui, moi, me fatigue. Oui. Parce qu'au lieu de parler de... Par exemple, je donne un exemple très simple. On parle de... Moi, j'ai entendu parler de vote musulman. Ouais. Pas qu'il y avait un vote... Je suis contre cette terminologie. C'est absolument... C'est ridicule. C'est ridicule. Sincèrement, je dirais, et je suis gentil, c'est scandaleux de parler des mots comme ça. C'est exactement, c'est le mot que j'allais utiliser. Ça devrait être même quelque surtout part... pour les laïcards. Les laïcards qui, justement, parlent de laïcité par excellence ici en France, et on ose parler de musulmans, de vote musulman. C'est quelque part, on est en train de nous serrer comme une catégorie donc de citoyens, quelque part, en aparté par rapport à la société. Par contre, je pense que... Près du micro, s'il te plaît. Par contre, ce qui est important, c'est de dire que ce vote-là, si on regarde le vote social, si à Gennevilliers, Jean-Luc Mélenchon fait 65%, c'est pas parce qu'il y a des musulmans, c'est parce qu'il y a des gens de conditions très modestes, d'un point de vue social. Et surtout mécontents. Et je répète le mot social. Donc, il faut arrêter de parler de religion, d'islam, de musulmans, parce que sincèrement, là, on va droit à l'échec. Donc, quand les gens me disent, Mélenchon, il a cartonné en banlieue, ça veut dire qu'en France, les banlieues, qu'on le veuille ou non, d'un point de vue social, ce sont des gens qui sont de conditions modestes, moyennes dans certains cas, voire très modestes. Donc, on appuie là sur un vrai problème social. Donc, il faut continuer à aller dans le social, à défaut d'aller dans des sujets périphériques qui ne servent à rien du tout. Avec, vous avez vu, moi, tous les jours, j'entends parler d'un monsieur qui s'appelle Tahabouaf. Oui, pas personnellement. On a l'impression que c'est devenu l'emblème de ce mot-là. Donc, parachuté par la France Insoumise à Vénissieux. Mais à la limite, peu importe. Parce qu'il pas peu importe. Moi, je dénonce les parachutages. Oui, tout à fait. Oui, mais il y a des parachutages d'une à droite. Moi, je suis contre effectivement ces parachutages. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais sincèrement, je pense que cette batterie d'islamo-gauchisme qu'on envoie tous les jours à la télévision, c'est pire que les médicaments. MMS, matin, midi et soir. C'est une catastrophe. S'ils restent sur le terrain social, je pense qu'ils seront capables de faire un score intéressant. Parce que je répète et je répète une dernière fois, Mélenchon a une majorité dans la plupart des grandes villes de France. Ça veut dire que dans la plupart des grandes villes de France, Lyon, Grenoble, Bordeaux, même Bordeaux, ça veut dire qu'il y a un vrai problème social en France. Le chômage, le pouvoir d'achat, le logement, qui sont les éléments fondamentaux. Tout le reste, c'est anecdotique et périphérique. Et ce mot-là, islamo-gauchisme, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va dorénavant, excusez-moi du mot, pas le bannir, l'interdire, mais que derrière, quand quelqu'un prononce ce mot-là, qui va, clouer le bec à tous ces gens de droite, ou même de gauche, quand j'entends François Hollande parler d'islamo-gauchisme. Non, mais il faut le bannir. Il faut le bannir parce que c'est une case un petit peu, passe-moi l'expression, un peu fourre-tout. Dès lors que on n'est pas de droite, eh bien, alors dans ces cas-là, si on a quelques sensibilités ou quelconque sympathie, directement, on est catégorisé islamo-gauchiste. Alors ça, c'est du grand n'importe quoi. Par contre, la distinction que tu as fait par rapport au vote de Mélenchon sur le vote social, c'est extrêmement important de le préciser parce que c'est insultant de catégoriser un vote musulman au même titre qu'un vote chrétien, un vote juif, c'est n'importe quoi. Pour aller dans ton sens, et je vais laisser Smaïn reprendre. Si tu prends quelqu'un qui habite... c'est bien, si tu n'avais plus besoin de moi, je me barre. Notre émission tout seul. Non, parce qu'il voulait... parce que je voulais glisser un mot. Si tu prends quelqu'un qui habite dans un quartier comme le 16e ou à Neuilly, s'il s'appelle Mamadou, Ali, Rachid ou Smaïn, quelqu'un qui va habiter dans le 16e, lui va peut-être voter pour Emmanuel Macron,
à peut-être voter parce qu'il est tendance libérale. Moi, je suis social-libéral, donc je vais voter pour quelqu'un qui va représenter mes idées d'un point de vue économique. Donc, il faut arrêter, stigmatiser ce mot-là. Quelqu'un qui habite dans un quartier plus ou moins, qui a une situation aisée, qui est bien, ou un patron d'entreprise, ou un chef d'entreprise, il va dire, moi, le programme peut-être de Macron, m'intéresse, voilà. Mais réduire et factoriser ça à des problèmes de religion, sincèrement, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on fait bis repetita et on repart. Et j'espère que la gauche ne va pas tomber là-dessus. Smaïn. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce qu'il vient de dire Ali. Sauf que maintenant, pour revenir donc aux électeurs de Mélenchon, il est vrai qu'une grande partie des Français issus donc de l'immigration ont opté pour cet homme. Pourquoi ? Parce que c'est le seul candidat qui plus ou moins défendait, on va dire, les intérêts, parce qu'il y a un problème de représentativité de notre communauté qui n'est pas du tout représentée, que ce soit au Parlement, que ce soit au Conseil d'État, que ce soit tout ce que vous voulez, toutes les institutions de France ne sont pas donc représentées par cette minorité. Et c'est ça qui fait que nous autres, issus, enfin moi personnellement je ne le suis pas, mais je parle des Français qui sont donc issus de l'immigration, ils vont bien sûr vers celui qui fédère le plus. Mélenchon en l'occurrence, parce qu'il défend les intérêts. Et puis après, pour nous intimider, on parle d'islamo-gauchisme, qui est une terminologie qui n'a pas de sens, parce qu'on l'a déjà essayé donc avec les Juifs longtemps. Donc on a essayé cette terminologie. C'était l'alliance aussi judéo-gauchiste à l'époque. Et aujourd'hui, on brandit ce spectre factice, parce que là, pour les gens qui ne savent pas lire entre les lignes, ils vont croire que cet islamo-gauchisme menace donc la République, les Français, dans leur vie, dans leur tout ce qui va avec, et ce qui est faux. Enfin, c'est une terminologie carrément idéologique qui a été créée par l'extrême droite, et aujourd'hui elle est véhiculée malheureusement par les gens qui se réclament de la gauche. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Et aujourd'hui, vous allez voir, mon cher Christophe, le Conseil national, il va accoucher d'une souris. C'est la montagne qui va accoucher d'une souris. Moi, j'ai très peur que cet accord soit rejeté. Non, il va peut-être pas être rejeté parce qu'il y a des grosses fédérations, Smaïn. Non, je sais bien. Je sais bien, Christophe. Il y a de la fronde à l'intérieur. Après, il va y avoir, on va dire. Lille et Marseille, les principales en général, non ? C'est ça ouais, mais là, Parti socialiste, c'est plutôt, je sais, à Lille, et puis à Marseille, où les fédérations socialistes sont. C'est là où il va y avoir décision. C'est là où il va y avoir une décidence. Et la décidence, elle va créer, en quelque sorte, un parti politique qui va émerger de cet amas, si tu veux, de cet amas d'échecs, on va dire. Après, il ne faut pas oublier quand même, Smaïn, Ali et Audrey, que la France Insoumise, et en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, qui, c'est vrai, a eu des propos assez élogieux vis-à-vis des musulmans des quartiers populaires. Quand il s'agit de regarder un petit peu le casting qui est proposé par ce parti, ce mouvement pour les élections législatives, ça ressemble pas trop aux quartiers populaires, et en l'occurrence les élus des quartiers populaires ont été pour beaucoup écartés. Faut aussi le dire, aussi le dénoncer. Oui, c'est le cas. Là, peut-être, moi je place, sincèrement, moi tu me connais ma position, moi je place plus sur la partie compétence que sur la partie représentative. Non, mais c'est pas compétence, Ali, c'est la République des copains. Ali, il table surtout sur la citoyenneté, si je comprends bien. La compétence. Mais là, on n'est pas dans un système de méritocratie, là, je suis d'accord avec Christophe. Mais je sais pas. C'est vraiment du copinage. Ah non, mais c'est ce que j'étais en train de dire, la compétence et la notion de citoyenneté. Si effectivement c'est un leurre et qu'il y a des gens qui vont faire un hold-up, effectivement, quelque part, en présentant la mariée, en disant, écoutez, voilà les gens de banlieue, entre guillemets, c'est tous ces mots que je n'aime pas, pour dire, écoutez, votez pour Mélenchon, et qu'effectivement, à Gennevilliers, il y avait peut-être un candidat qui connaît qui a les capacités, qui a les compétences, qui est impliqué dans la ville pour pouvoir représenter au niveau de l'Assemblée nationale sa circonscription. Effectivement, là, on peut se poser la question. Là, il faudra dénoncer. Mais ça, c'est un travail interne. Voilà, ça, c'est un travail interne. Bon, on verra bien. En tout cas, on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Tiens, un petit aparté. Vous savez qu'il y a toujours comment dirais-je, la récolte de Valérie Pécresse, qui cherche à remplir les caisses pour rembourser sa campagne. Voici que Nicolas Sarkozy avait proposé 2 000 €, mais vous savez quoi, elle a refusé. Mais non. Si, elle a refusé. Elle a refusé le don de Nicolas Sarkozy. Mais quelle insulte. Mesquine. Et quoi la belle histoire ? La mesquine. La mesquine, ouais, c'est clair. En tout cas, bon, elle est très inquiète parce qu'on approche quand même de la date fatidique. C'est quoi, 7 millions qu'il faut qu'elle... 5. Il lui manque 2 millions, je crois. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. On va en faire un téléthon, alors. Oui. Faisons un téléthon pour sauver Valérie Pécresse. Sauver le soldat. Le soldat ou plutôt Pécresse. La soldate. La soldate Valérie. Voilà, dans un instant... Quoi ? Encore faut-il avoir combattu. Oui. 2 000 €. Pas trop combattu quand même, Pécresse. Ah bah oui. À part tendre les bras et faire un meeting
Meeting sur le grand remplacement. Alors, finalement, on se rend compte que les Républicains ne sont pas si riches que ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, même si je ne porte pas Valérie Pécresse dans mon cœur, je pense que pour avoir œuvré aux côtés de Sarkozy, elle a quand même fait ses armes et elle a dû souffrir. Donc, rien que pour ça, je la plains. Mais c'était son choix. Ouais, c'était son choix. On a été pêché dans les eaux troubles de l'extrême droite. Ouais, en tout cas, c'est bizarre. Avec le nombre d'électeurs qu'elle a eu, théoriquement, elle aurait été, si chacun avait donné 10 euros, donc même les Républicains ne sont pas si riches que ça. Hein, parce que chacun pour soi. Elle a quand même fait mieux qu'Hidalgo. Pardon. Ah oui, c'est clair. Voilà, le double. Encore heureux pour elle, parce que alors là, mon Dieu. Dans un instant, le zapping avec mon petit jingle dont je suis assez fier. Que vous allez écouter dans un instant. Et Yamina qui sera avec nous. Et là, ça va être. Parce que c'est notre projet. Voilà, c'est ça. Exactement. Je suis très fier de ce jingle. J'aime beaucoup. Restez avec nous sur France Maghreb 2, le LGF avec vos appels, messieurs dames. Ne soyez pas timides. 01 40 33 9000. C'est gratuit et ça peut rapporter gros. Au moins, le fait de s'exprimer, c'est quand même pas rien. Tout de suite. Va, Audrey. Ah, ok. Le LGF, les amis, merci d'être avec nous, l'émission de référence, qu'on se le dise. Avec Smaïn Tefour, journaliste, avec Ali, directeur commercial, Audrey Pronosti, journaliste, et c'est l'heure maintenant du zapping. Écoutez-moi ce jingle, franchement, il est magnifique. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Comment ça ose tout? C'est pas ça qu'on les reconnaît. Il est pas magnifique quand même. Il est énorme. Ah oui, je reconnais. Il est énorme. La belle histoire. Je sais que t'es un connaisseur. C'est magnifique. Exceptionnel. Ah, c'est mieux que moi. Ah bon? C'est mieux que moi, franchement. En tout cas, je vois que nous, à côté, Radio France Maghreb, à côté, on fait office de Dalai Lama, hein, parce que vu comment il parle, on chronique, on n'a pas forcément les idées, mais à côté, on est le Dalai Lama de la parole. Nous, hein. C'est ça. On essaie d'être objectif. Christophe, si tu te m'as parlé comme Pascal Pro, je sais pas si on va rester longtemps. Hein, d'un côté, Ah non, ça va, j'en suis pas arrivé à ce stade. Attendez quand même. Alors, dans le zapping, et pour commencer, une Apolline de Malherbe. Comment dirais-je, très agressive vis-à-vis d'Olivier Faure ce matin, son invité. Juste pour citer le contexte, Apolline de Malherbe qui a comme chroniqueur dans son émission Manuel Valls. Hein. En fait, le mari d'Apolline de Malherbe était l'ancien ou un des anciens directeurs de cabinet de Manuel Valls. Vous allez comprendre pourquoi cette agressivité ce matin vis-à-vis d'Olivier Faure. Vous n'avez pas d'état d'âme? Mais qui n'a jamais d'état d'âme? Moi, j'ai des états d'âme, bien sûr. J'aurais préféré faire non pas 1,7, mais faire 22. J'aurais préféré que les choses soient inversées. J'aurais préféré que les Françaises et les Français entendent le message que nous portions. Mais je suis aussi lucide sur ce qu'il s'est passé et sur la volonté des Françaises et des Français maintenant de nous voir nous retrouver. Parce que je veux aller retrouver celles et ceux qui ont fait le choix d'un candidat qui leur donnait le sentiment de pouvoir les emmener au second tour et de pouvoir gagner une élection présidentielle. Il y a une frustration terrible aujourd'hui à gauche avec des gens qui ont le sentiment que le premier tour aurait pu être en fait un premier tour différent. Puis ensuite, ils ont vu un débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dans ce débat, on a vu une candidate qui avait un projet qui était un projet en réalité xénophobe, un projet qui ne pouvait pas conduire la France dans le respect de ses propres valeurs, et un président qui a juste joué en contre, mais qui n'a jamais exposé quelle était sa propre vision en dehors de la retraite à 65 ans et de vouloir stigmatiser les bénéficiaires du RSA. Et j'y ajoute la question de la redevance. Est-ce que vous avez parlé avec Anne Hidalgo, par exemple? Mais je parle avec Anne Hidalgo. Non, mais là, depuis hier. Non, pas récemment. Non, pas récemment. Vous imaginez bien qu'elle va pas être tout à fait enchantée de cet accord. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui contesteront cet accord. Vous parlez pas avec Hollande, vous parlez pas avec Hidalgo, vous parlez avec qui? Mais avec Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez résumer le Parti socialiste à d'abord. C'est pas rien, c'est votre dernier président et votre dernière candidate. Mais je parle avec Anne Hidalgo. Vous me demandez si j'ai dans les derniers jours parlé avec elle, je vous réponds que non. Mais j'aimerais que vous ne traitiez pas uniquement la vie politique par l'anecdote, en considérant que c'est simplement C'est anecdotique, le fait que François Hollande ne se reconnaisse pas dans votre accord?
Mais je vous dis simplement une chose, c'est que vous ne pouvez pas résumer les socialistes à quelques personnes. Les socialistes, ils sont nombreux. Et il y a aujourd'hui une direction, il y a aujourd'hui des milliers de militants. Et je voudrais pas que vous soyez, enfin, depuis tout à l'heure, la seule chose que vous faites, c'est de me dire, vous m'opposez aux éléphants. Non, je vous oppose les uns à vos après les autres. propres mots. Et moi, je vous dis, non, sur l'Europe, à vos propres mots sur la laïcité, à vos propres mots sur l'Ukraine. Je n'ai pas changé, Apolline de Malherbe. Je n'ai pas changé. Ne croyez pas que il ait fallu une nuit pour me transformer en autre chose que ce que je suis. Franchement, j'ai trouvé ça d'une agressivité sans nom. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Ah bah alors moi je partage totalement ton avis, clairement. Enfin, je veux dire, quand on parle de neutralité, on sait très bien que l'objectivité n'existe pas, mais là clairement, c'était à charge ces questions. Ouais. Elle était pas dans son rôle de journaliste, Audrey. Ouais. Non. Alors là, je suis pas d'accord. Ouais. En tout cas, moi, je suis pas du tout fan d'Apolline de Malherbe, justement pour cette raison, parce que c'est pas la première fois qu'elle se met dans ce positionnement. Et elle est très engagée, attention. Elle est très engagée. Quand on a un invité en face de soi, je termine cette phrase, quand on a un invité en face de soi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut essayer, tant bien faire se peut, d'être au maximum professionnel. Et clairement, ce n'est pas la première fois que cette journaliste a un positionnement à charge quand elle n'aime pas ses invités. Voilà. Alors si après l'objectif c'est de faire du buzz ou du sensationnalisme, alors effectivement elle est dans la bonne veine. Voilà. Moi c'est pas mon truc. Moi je pense qu'elle était plus. On avait l'impression que la personne était au commissariat de police. Ouais, c'est ça. C'était un interrogatoire. Parce qu'à la limite, quelle que soit la décision que prend Olivier Faure, le Parti socialiste, il était préférable qu'il ait de la pédagogie pour expliquer éventuellement les accords ou les désaccords et faire un vrai travail de pédagogie, d'explication. Là, elle était dans un ton inquisiteur et interrogatoire en disant, dans tous les cas, parce qu'en fait, c'était quoi le but recherché de ce genre de questions? Quelle était la finalité? Qu'il était en minorité, attention. C'était de dire, voilà, vous allez pactiser avec le diable, mais dans ces cas-là, si on prend l'histoire, regarde, il y a Zemmour éventuellement avec Marine Le Pen. Quel lien, sincèrement, au niveau idéologique, on a entre un Cazeneuve, un Manuel Valls, normalement, et un Emmanuel Macron, avec un Édouard Philippe? Théoriquement, ce sont des gens qui ne sont pas miscibles, par définition. Or, ils le sont tous dans un intérêt. Et là, la personne, elle est véritablement, elle fait pas son travail d'information. Ça, c'est vraiment un véritable interrogatoire et on sent véritablement que c'est dirigé. Donc la personne, quand elle sort de ce genre d'interview, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'effectivement, elle est certainement de nature engagée. J'espère qu'elle tiendra la même posture lorsqu'elle aura en face d'elle un Édouard Philippe, ou qu'elle aura en face d'elle un François Bayrou, ou qu'elle aura en face d'elle un monsieur comme, comment il s'appelle, celui qui est parti des LR, là, Éric Woerth. Éric Woerth, qui aujourd'hui, Éric Woerth jure Macron matin, midi et soir. Alors qu'avant, il n'était pas dans la critique, il était limite dans l'insulte, même intellectuelle d'Emmanuel Macron. Ouais, voilà. Bon, après, il y a des ministres aussi qui font partie du gouvernement. Je pense à Le Maire qui a eu des mots très durs à l'encontre de Macron. Voilà. Oui, comme quoi le pouvoir, effectivement, efface rapidement les convictions et que les belles voitures et les ministères, à mon avis, et tout le bling-bling, ça attire. Donc adoucit les mœurs. Anis est avec nous, 01 40 33 9000. Bonjour, mon Anis. Oui, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Baisse-moi ta radio, Anis. Baisse-moi ta radio, là, du retour derrière. Je baisse la radio. Merci, mon vieux. On t'écoute. Écoutez, comme vous savez, vous savez certainement dans les semaines, enfin dans les mois qui viennent, vraisemblablement, il va y avoir certainement une crise qui va atteindre les autistiques, avec une crise financière certainement installée, avec vraisemblablement des ruptures d'approvisionnement, avec vraisemblablement le retour de la violence sous toutes ses formes, y compris la violence politique, puisque les gens ne s'y retrouvent pas au niveau des urnes, au niveau des procédures de nature judiciaire qui peuvent être faites ici ou là à l'encontre des personnalités politiques, et je pense par rapport à la période du Covid que nous avons vécue. Pour moi, l'essentiel est là, c'est-à-dire que on va avoir s'appauvrir de façon drastique une bonne partie de la population, où les classes moyennes qui se sont aujourd'hui protégées vont être déclassées de façon très brutale. Et nous sommes tous concernés. Enfin, bon, il se trouve que moi, je suis
relativement à l'abri du besoin. Nous avons tous des enfants, des amis. Nous espérons le mieux pour l'avenir. Et c'est ce que je crains pour les mois qui viennent. Des impossibilités, des difficultés pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir accéder à l'énergie, l'essence qui atteint des sommets. Qui a augmenté d'ailleurs depuis l'élection, c'est bizarre. Des périodes extrêmement difficiles. Et très Anis, franchement, faut conclure là. S'attarder sur des choses anecdotiques comme Olivier Faure, etc. Donc je rappelle que le Parti socialiste a toujours mené des guerres illégales en réalité. Hein. La dernière d'entre elles a été en Irak. Par conséquent, moi j'estime que je n'ai aucune confiance à accorder à ces gens-là. Bon, voilà. Merci Anis, en tout cas pour ton point de vue, on l'a entendu. Pour ce qui est des guerres illégales, Sarkozy en Libye, on peut aussi en sortir, il n'y a pas de problème. François Hollande aussi a été très... va-t-en guerre. Allez, dans un instant, direction Marseille les amis. Christophe sur France Maghreb 2. Voilà. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum avec Audrey Pronosti, avec Ali, notre directeur commercial, avec aussi Smaïn Tefour. Ça va mon Smaïn? Très très bien. La belle histoire, ça se remplit la feuille. Nous en sommes à la deuxième feuille. Ah ouais, oula, attention. Hein, bon. Allez, direction Marseille maintenant avec encore cette agression d'une violence spectaculaire qui s'est produite ce week-end. Écoutez. C'est une habitante du quartier qui nous emmène constater les dégâts. Voilà les coups de machette qui ont été mis. Voilà. Heureusement qu'ils avaient les barreaux. Un appartement pillé, incendié, des vitres brisées. Un nouvel épisode de violence dans ce quartier où sévissent des dizaines de squatteurs. Ça fait de la peine parce que ça fait longtemps qu'on demande de l'aide et là, il a fallu qu'il arrive ce drame à la famille pour que les journalistes y viennent, pour que la France nous entende en fait. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Marseille, au pied du bâtiment G de la cité du parc Caliste. Ce samedi soir, un violent affrontement éclate entre des groupes de Nigérians, comme cette scène filmée par des habitants ces derniers mois. Il a pris un coup de marteau dans la tête. Des hommes pris à partie vont tenter de se réfugier dans l'appartement de la mère de Nasra Aboudou. À ce moment-là, ses 4 sœurs et sa fille dorment toutes seules. Elles ont entendu en fait des bruits à l'extérieur, des personnes qui se battaient en fait. Il y a un groupe qui a tapé contre la fenêtre à coups de machette, leur demandant d'ouvrir en disant open, open, ouvrez-nous, ouvrez-nous, pour qu'ils rentrent à l'intérieur de l'appartement pour se réfugier parce qu'en fait il y a 2 clans. Paniquées, les petites filles refusent d'ouvrir. Les hommes vont alors tenter d'entrer de force en défonçant le volet à coups de machette sans succès. Alertée, la police intervient. Toute la famille va se mettre en sécurité dans un autre appartement, mais les hommes reviennent. À 4h du matin, on nous appelle en nous expliquant qu'ils essayent de rentrer. Nous, on appelle la police en leur expliquant ce qui se passe. Ils essayent de rentrer de l'appartement pour cambrioler. Apparemment, ils sont sortis avec des télés, des affaires, des vêtements, des chaussures, tout ça. Et à partir de là, 1 heure après, on nous rappelle en nous disant l'appartement est en train de prendre feu. Donc c'est à partir de ce moment-là que la police en fait a intervenu. Incroyable cette violence du côté de Marseille qui est malheureusement monnaie courante. Je veux dire, ces affrontements entre bandes rivales à coups de Kalachnikov, donc à coups de hachette. Il y a un gros problème à Marseille qu'on n'a jamais su résoudre jusqu'alors. Ali, c'est un problème. Bah ouais, là on peut se poser la question, où est le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Ordre et de la Sécurité? Donc on voit qu'il y a une véritable, non seulement une absence totale. Alors ce qui est bien, c'est que là, dans ce fait divers-là, on n'est pas dans des côtés religieux, tout ça, parce que la personne qui parlait, qui était victime, visiblement c'était, comme ils disent, une Française d'origine, certainement maghrébine. Hein, donc comme quoi,
cette problématique de violence ne touche pas que les fameux, quand on entend à la télévision, sur certaines chaînes, les Français de souche, comme diraient certaines personnes. Donc aujourd'hui, un véritable abandon. Et quand, sincèrement, la 6e ou 7e puissance mondiale peut être perturbée par 40 ou 50 personnes dans un quartier, je pense qu'effectivement, on peut se poser des questions sur les véritables failles et sur l'incompétence des gens qui nous dirigent. Parce que le préfet, l'allemand notamment à Paris, lorsqu'il y a des gens qui manifestent dans la rue, gentiment, en général, la répression est plus ou moins rapide et en général relativement sévère. Dans un quartier comme ça, c'est des quartiers un peu livrés à eux-mêmes, où quelque part, ce genre de comportements ne sont pas dignes d'un pays, effectivement, comme la France. Parce que des gens qui se... J'ai entendu des marteaux, c'est ça Absolument, oui. Des hachettes, des marteaux. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on est en France, j'ai plutôt l'impression qu'on est... On tire à balles réelles à proximité des pays écoles du tiers-monde, même dans des pays du tiers-monde, je sais pas si je crois pas qu'en... Même dans certains pays du tiers-monde, je pense qu'il y a un peu d'ordre, mais là, sincèrement, il n'y a pas de policiers, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de syndicat de police qui parle, il n'y a plus personne qui parle, là. Mais ce qui est quand même étrange, Ali... Excuse-moi de te couper. Non, je t'en prie. Oh, merci. On va arrêter de s'excuser, on y va franchement. Ok, ça marche. Non, mais c'est vrai que la ville de Marseille a toujours été problématique au plan donc, de la grande et la petite délinquance depuis que Marseille existe. Voilà. Mais par contre, pour revenir donc, au volet sécuritaire, il est vrai que quand on est en période donc, de préélection, il y a toujours si tu veux, des faits divers d'une grande envergure et qui font justement donc, la une des manchettes et qui, ma foi, peut plutôt servir ce qu'on appelle l'extrême droite. Encore une fois, on va parler d'étrangers. C'est le quotidien, Ali. C'est pas une pardon. Non, mais je sais bien. 14e arrondissement. Oui, tout à fait. Je connais plus ou moins cette ville. Non, mais c'est le fait que ce soit mis beaucoup plus en lumière. Absolument. Justement, j'y faisais allusion, Audrey. Tu as très bien, merci de le souligner. En fait, pour revenir à Marseille, il est vrai que cette ville, comme je l'ai dit au départ, donc en préambule, la ville de Marseille a toujours été problématique au plan de la sécurité, mais toujours est-il que là, en l'espèce, on est en période préélectorale et on en parle d'une manière un peu, on va dire, exagérée. Ouais. Mais les faits divers, ça existe partout, à Sao Paulo, bien sûr. En Afrique du Sud. Donc, Jamel est avec nous, 01 40 33 9000. Salut mon Jamel. Salut Christophe, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Salut Jamel. Ça va ? Ça va, impeccable. Bah écoute, moi j'ai pris l'émission en cours. Ouais. Je sortais de rendez-vous médical, voilà, je monte dans la bagnole, France Maghreb de direct. Ça c'est bien ça. Premier, c'est quand bien. je vous ai entendu infidèle. dire, et juste une question, c'était la prescription de ton médecin, je suppose, non, c'est ça ? Ah bah oui, pour la tête, ça fait bien, du bien. Ah bah tant mieux. Ouais. Ça fait du bien. Ça dépend des jours. Plus sérieusement, quand j'ai entendu je suis arrivé en fait au moment du témoignage. Ouais. Et je te promets, j'avais pas l'impression quand vous avez dit Marseille, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Pourquoi ? Parce que le récit, on se dit que c'est des choses qu'on va par réflexe penser que ça se passe à l'étranger. Ouais. C'est le cas de le dire. Oui, open, je me suis dit bon, c'est peut-être un pays africain où on parle l'anglais ou un truc comme ça avec des machettes. Ou bien, franchement, je pensais pas que c'était à Marseille. Si, il se passe des choses très particulières à Marseille qui fait face à une violence. Et ça fait des années, mais là, avec des pouvoirs publics qui est complètement échoué. Mais c'est un aveu d'échec quelque part. Non, mais on se rappelle que le président avait aussi proposé de l'argent, des millions, on en a donné. Où sont passés ces millions, à quoi ont-ils servi ? Pas grand-chose finalement. C'est comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Si on débloque des enveloppes, mais qu'on met pas les choses, c'est comme les effectifs de police. Si t'en mets plein, mais pas au bon endroit, pas avec les bonnes missions, ça servira à rien. C'est ça, mon Jamel. Bon. Ça me fait peur, hein. Sérieusement, ça fait peur. Ça fait flipper, ouais. Surtout pour les habitants qui subissent ça au quotidien. Bah oui, moi mes pensées vont vers ces habitants. Moi, j'habite Chanteloup-les-Vignes. Ouais. C'est pas forcément folklore. Moi, je me suis fait limite braquer parce que j'ai failli me faire renverser alors que j'étais en trottinette. Hein. Ah ouais. Ouais, mais vous êtes dangereux, vous, avec vos trottinettes aussi. Mais moi, je roule tranquille. Moi, je suis un trottinettiste depuis plus de 10 ans. Tout le monde me dit ça. Voilà, mais là, Marseille, c'est même plus le Far West. Hein. L'expression Far West, elle est dénudée de sens sur ce coup. Merci, mon Jamel. Je t'embrasse. Salut à toi. 01 40 33 9000. Et pour terminer ce zapping, et avant d'accueillir notre invité ici présente, Yamina, il n'y a pas qu'à gauche où ça se dispute. Visiblement, Emmanuel Macron pense beaucoup de bien de son ex-premier ministre Édouard Philippe. Écoutez.
Édouard Philippe, lui, veut présenter beaucoup de candidats aux législatives pour peser. Et ça, Emmanuel Macron, ça lui fait très peur. Entre les deux hommes, donc, ça chauffe. On découvre tout le bien qu'Emmanuel Macron pense de son ancien Premier ministre. Aucune circonscription pour Horizon, ce sont des cons. Il me doit tout et il pense qu'on est égaux. Il a fumé les vapeurs du port du Havre. Hey, il est très philosophe, notre président, dites donc. Hein. Il a fumé les vapeurs du port du Havre. J'adore. Voilà. Apparemment, Édouard Philippe, il n'entend pas lâcher l'affaire. Hein, et ça pose un peu problème, d'ailleurs, pour les investitures en ce moment, ma chère Audrey. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais moi, je suis pas étonné qu'il lâche pas l'affaire. Et il a bien raison, d'ailleurs. Ah oui. D'accord. Bah bien sûr. Bon. Moi, de toute façon, je l'avais déjà dit, on va en entendre parler de lui encore. Non, il n'est pas parti. Hein. L'union des gauches à côté, c'est ultra facile par rapport à le problème Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Parce que visiblement, je pense que c'est plus facile pour Fabien Roussel de s'entendre avec Mélenchon que Édouard Philippe avec Emmanuel Macron. Parce que quelque part, on sent que c'est des guerres d'ego. Chacun veut un peu bien contrôler. Sûr. Ouais. Et quelque part, on ne connaît même pas le programme d'Édouard Philippe, puisque tout le monde sait aujourd'hui, c'est de notoriété. Je crois qu'Édouard Philippe vise 2027 de mémoire, je crois que c'est ça, non ? Exactement. Il a envie d'être président. Donc ils sont tous en train de faire toujours la même chose. En fait, c'est toujours les mêmes choses. On a les mêmes ingrédients. Voilà, la recette, c'est toujours la même chose. Et le gâteau final, chacun veut toujours présenter. Lui veut se présenter pour 2027 et il fait tout pour. Donc personne ne travaille pour la France, chacun travaille pour soi. Et pendant ce temps-là, ça, je l'ai bien vu. Voilà. Aucun gâteau de la part des chroniqueurs. Je l'ai bien vu. Karim. Il y a un parcours en perspective, c'est exactement ça. Karim est avec nous. Salut, mon Karim. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous appelles d'où, Karim ? Je vous appelle Marseille. Moi, le problème des. Ouais. Ah, c'est super, c'est bien. Ouais, très bien, tu nous appelles de Marseille. Vas-y, mon Karim, on t'écoute. Moi, je vous appelle. Par contre, pour échanger de réseau, ça mon coupe. gars. Ça coupe, Karim, t'es sous un tunnel. Ils ont même des problèmes de réseau à Marseille. Ouais, ils ont tous des problèmes. Si, c'est la France, c'est Marseille. C'est Marseille, bébé. Karim, allez, Karim, tu nous entends ou pas ? Ah bah ça, il nous entend plus là. Il est parti. Il va revenir. Il est parti sous le tunnel du Prado là. Karim. Non, il faut qu'il une fois, deux fois. Bon. Dommage mon Karim, parce que ça aurait été intéressant d'écouter. Bah oui, bien sûr. Les habitants des quartiers de Marseille pour nous donner leur point de vue et nous raconter leur quotidien. Parce que c'est avant tout ceux qui sont concernés par ces problèmes que l'on dénonce dans les médias, qui peuvent nous en parler et qui subissent d'ailleurs, la loi des dealers. Dans certaines cités de Marseille. On peut le dire, on fait le tri, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des mecs qui font les guetteurs et qui décident de qui entre et qui ne rentre pas. Et je l'ai vu de mes yeux vus. Il fonctionne pas très bien toujours, mais il fonctionne parfois, et je l'ai vu. Donc pour le coup, oui, mais ça, malheureusement, c'est pas que Marseille. Non, mais d'accord. Moi, pas que Marseille. Moi, paradoxalement, je suis très content parce que maintenant, on est en train de démontrer pour une fois que l'insécurité touche essentiellement les gens de conditions modestes, qui habitent dans ce qu'on appelle les quartiers populaires, parce que là on parle de Marseille, de personnes, parce qu'initialement quand on parlait d'insécurité, on parlait toujours de les gens dans la rue, dans Paris, dans les quartiers un peu sympathiques, mais là c'est bien parce qu'on voit qu'effectivement il y a une double souffrance de la part des personnes. Alors on a retrouvé Karim. Il y a une souffrance sociale et puis il y a aussi effectivement à côté une souffrance de la part de ces gens-là. Karim. Ouais, vous m'entendez ? Ouais, c'est bon, alors vas-y, on t'écoute mon Karim. Ah non, ça coupe, Karim. T'es chez quel opérateur qu'on n'y aille pas ? On a dit, c'est l'opérateur. Ouais. C'est l'opérateur, il faut pas y aller. C'est Free, c'est SFR, c'est Orange. C'est quoi ? Ou c'est un opérateur mobile. Un opérateur local marseillais, c'est quoi le truc ? Bon, mon Karim, on aura l'occasion de te retrouver plus tard parce que malheureusement, il faut qu'on avance. Bon, alors, on va passer à notre invité maintenant qui est avec nous et on va être en direct sur Facebook. Ma chère Nadège, en vidéo live, Christophe, le Grand Forum. Yamina, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, bonjour, près du micro, Yamina, comment ça va ? Oui, bonjour. Bonjour Yamina. Alors, vous avez décidé de prendre la parole aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour en raconter ce qu'on peut appeler véritablement un véritable calvaire que vous vivez depuis un peu plus de 18 ans maintenant. Non, 20 ans. 20 ans. Plus de 20 ans. Voilà, plus de 20 ans. Alors racontez-nous d'abord, Yamina, vous avez quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 45 ans. 45 ans, mère de 3 enfants. Oui. Cet homme en question, vous l'avez rencontré où, dans quelles circonstances ? Comme je l'avais déjà relayé dans une discothèque. Et à ce moment-là, j'étais séparée d'une relation, de ma première relation. Et j'étais pas très bien, mais en même temps, j'étais seule.
Et j'avais besoin de me reposer sur quelqu'un. Et puis, je l'ai rencontré en discothèque. Mais voilà, c'était pas... Enfin, il me plaisait pas forcément. Ouais. Et vous avez donc appris à vous connaître ? En fait, déjà d'entrer dans la discothèque, il a commencé à faire son numéro de charme. Voilà, son numéro de charme. Donc, il m'avait dit qu'il avait des entreprises de voitures. Enfin, désolée, hein, je suis un peu stressée. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis ressortie de la discothèque avec lui, j'ai vu sa voiture qui était déjà cassée. J'ai trouvé ça bizarre. Et en fait, au fil du temps, il m'a dit « Ouais, il faut qu'on aille à la pompe à essence ». D'entrée, il m'a emmené chez lui discretos. Et après, on est rentré chez moi. Et là, il a commencé... en fait, déjà, il était imposant. Il était très imposant. Et moi, j'avais que 22 ans à cette époque. Et pourquoi, dès le début, justement, vous dites qu'il était imposant, ce terme que vous employez vous-même, pourquoi vous n'êtes pas dit, mais on va peut-être pas, je vais tout de suite mettre fin à cette histoire qui risque de m'emmener, me conduire. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Alors, moi, il faut savoir que j'ai pas eu... moi, je suis une enfant, je le dis, et en même temps, j'ai une pensée pour mes parents. Moi, je suis une enfant qui a été placée. Je suis une enfant de la rue, donc j'avais peur de rien. J'avais peur de rien, et en même temps, je me suis pas dit dans ma tête... c'est vrai qu'il était imposant, et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que il a eu ça faisait un moment que j'étais seule, et il a eu l'emprise au bout de 3 semaines. Et en fait, dès les premiers instants, il m'a intriguée. Ouais. Vous étiez une proie pour lui, si je comprends bien, quelque part. Je pense qu'il a dû aussi... il a vu que j'étais aussi... J'avais fragile, bon fond. Fragile, ouais. J'avais ma force à moi, mais il a senti ma fragilité. Ouais, il a su en profiter, en jouer. Voilà. Et à quel moment sont intervenues les premières violences ? Au bout de 3 semaines. Ah oui. C'était quel type de violence, Yamina ? Ça a commencé par des claques, des coups de poing, jusqu'à... moi, j'ai commencé à avoir peur. Sa famille qui est intervenue, parce que il faut savoir que il a tout le temps sa mère qui est derrière lui, encore maintenant. Et en fait, j'ai commencé à voir la famille qui a commencé à me menacer en bas de chez moi. Et là, j'ai dit, mais je suis tombée sur une famille de fous. Et en fait, il a commencé ses menaces et il m'a dit, si tu te sauves, il m'a menacé de mort. Et moi, j'ai eu peur. Donc, je suis, malgré moi, en fait, j'ai été dans l'emprise directe au bout de quelques semaines. Ouais. Et c'était pourquoi ? Quelle raison ? Alors, il m'a fait des interrogatoires. Il n'y en a aucune de valable, hein, attention. Hein. En fait, pour moi, c'était une violence gratuite, mais il a commencé ses interrogatoires parce que moi, il faut savoir que je me suis construite toute seule. J'ai eu mon appartement, j'avais mon fils, parce que j'ai eu un enfant avec ma première relation. Et à ce moment-là, je me débrouillais toute seule. J'avais commencé je travaillais, j'avais signé mon CDI à mes 22 ans. Et en fait, désolée, vous m'avez posé une question, je suis un peu perdue là. Non, vous inquiétez pas, Yamina, tout va bien se passer. Je vous demandais, en fait, parmi ces violences que vous avez subies de la part de ce monsieur, qui a eu une emprise, vous l'avez compris, vous l'avez dit, donc sur vous assez rapidement. Il a su détecter donc chez vous une certaine fragilité, et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle probablement les pervers narcissiques, et il y en a beaucoup. Ça s'est accentué, les violences ? Ah oui, mais de toute façon, je subissais des interrogatoires nuit et jour, sous les coups, jusqu'à... parce que moi, j'avais beaucoup de contacts, j'avais beaucoup d'amis, j'étais insérée, et en fait, il m'a tout stoppé. Il vous a isolé ? Oui, il m'a isolé. Il m'a isolé jusqu'à m'isoler de ma famille. Oui. Et combien de temps ça a duré comme ça, Yamina ? Jusqu'en 2004, où là, il me brise les côtes. En fait, il m'a, en 2003... il y a eu des violences perpétuelles jusqu'à ce que je me fasse virer de mon appartement. Enfin, il m'a tout détruit. Et là, je m'en vais vivre dans son périmètre familial. C'est une grande famille de cette ville. Donc, je vais vivre là-bas. Et là, je suis cernée.
Et en fait, à ce moment-là, les violences se sont intensifiées. Donc, c'était des coups, pratiquement tous les jours, jusqu'à... moi, je me laissais pas faire. Ouais. Donc, voilà, quand on se laisse pas faire avec lui, c'est encore pire. Et moi, le problème, c'est que j'avais commencé à alerter, je hurlais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un repris de justice. Parce que quand je l'ai connu, moi, je savais pas qu'il était déjà en semi-liberté. Je l'ai appris que beaucoup plus tard. Ouais. Et en fait, c'était un... Bon, j'ai pas trop envie de parler de son parcours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait il était souvent incarcéré. Et moi, je me devais de me rendre... Au parloir. Au parloir. C'était obligatoire. En fait, il arrivait à me joindre des parloirs. Il arrivait à me contacter. Et en fait, moi, j'avais peur. J'avais encore la peur. Jusqu'à... moi, voilà, c'est très difficile de parler de ça parce qu'il y a mon fils qui est issu de cette violence. Et, oui, parce que c'est lors des parloirs, justement. Oui, oui. Vous avez eu un enfant avec lui. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'y ai été. Je me suis rendue au parloir parce que non seulement j'avais peur aussi de la famille, parce que la famille avait aussi une emprise. Et en fait, je me disais, ouais, lui, il m'appelle de là-bas. Si je fais quelque chose dehors, j'étais cernée. Donc, je me suis rendue au parloir. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai porté pendant des années. Lui, il en était fier parce qu'il s'en est vanté à tout le monde. Et la violence aussi existait dans les parloirs ? C'était pas les mêmes violences. Ouais. C'était des violences. Enfin, j'ai pas envie de... Voilà, parce qu'il y a des affaires qui sont en cours. Donc, c'était des violences qui sont humiliantes. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti avant que mon fils... peut-être 15 jours avant que je donne naissance à mon fils. Ouais. Et en fait, il y a eu des violences même pendant que j'étais enceinte. Ouais. Et là, j'ai commencé à appeler son frère. Et là, je lui ai dit, il va finir par me tuer. Et le soir où j'ai appelé son frère, le lendemain, j'ai accouché parce que ça ne s'est pas arrêté toute la nuit. Et en fait, j'ai accouché de mon fils que j'ai eu avec lui, malgré moi. Et en fait, après... Appel en attente. Allez-y, Amina. Et ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai eu déjà un premier enfant. Je sais ce que c'est un accouchement, mais là, c'était pas un accouchement heureux. Et en fait, je suis rentrée à mon domicile. Et en fait, ça a recommencé. Ses affaires étaient chez sa mère, mais il vivait, il avait une emprise chez moi. Donc, il pouvait dormir chez moi comme... déjà, il était jamais là la nuit. Donc, il trafiquait. Donc, la journée, il était chez moi. Et en fait, je me prenais des coups tous les jours jusqu'à ce que je commence à appeler la police. Et qu'une fois, ils sont venus et ils connaissaient cette famille. Et là, ils me voient, je suis marquée. C'est même pas des bleus que j'avais, c'était noir. J'avais mon enfant dans les bras. Votre premier fils, justement, est-ce qu'il a subi aussi des violences de la part de cette famille, de la part de du racisme. Parce qu'il faut savoir que cette famille était... Moi, le papa de mon premier enfant, d'ailleurs, c'est un intermittent du spectacle, un artiste. Et lui, il le savait, il l'a su. Et il est d'origine comorienne, je vais le dire. Il est d'origine comorienne. Et en fait, il a subi pendant des années. Il le traitait de nègre. Quand même. Ouais. Quel âge il a, votre enfant, aujourd'hui ? Il a 27 ans, mais aujourd'hui, il est malade à vie. Ouais. Alors, Yamina, il y a eu toutes ces années, donc on parle de 2004, où il vous brise des côtes pendant... Non, en 2003, il m'a défiguré. Ouais. Parce qu'en fait, il avait mon fils, il me prenait en chantage avec mon fils. Parce que malgré tout, même si j'ai eu mon deuxième enfant, pas dans de bonnes conditions, j'aimais cet enfant, je lui ai donné la vie, je l'aimais. J'ai dit, c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il en a joué. Et lui, il avait déjà fait une reconnaissance anticipée. Et du coup, les violences ont continué jusqu'à ce que... Combien de temps ça a duré ?
Ah non, mais ça a duré jusqu'en 2004, mais 2004 de par lui. Ouais. Et après je suis tombée, donc il m'a défigurée. Après, il m'a brisé les côtes chez ses parents. Et c'est là qu'il a été incarcéré, enfin qu'il a été mis en garde à vue, incarcéré, parce que ça faisait plus de 10 jours d'ITT. C'est à ce moment-là que, et alors que j'avais appelé plusieurs fois les policiers, ils ne venaient jamais. Enfin, ils venaient ou sinon, je déposais des plaintes, il ne se passait rien. Et c'est à ce moment-là qu'il a été incarcéré. 1 mois après, il a été jugé. Il n'a fait que... Enfin, ils lui ont mis... Le procureur avait demandé 5 ans minimum, je me rappelle. Et ils lui ont mis que 1 an. Et il est ressorti au bout de 6 mois. À ce moment-là, j'ai demandé la garde de mon fils. Donc, j'ai fait tout dans l'ordre. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu le droit de garde, malgré tout. J'ai eu aucune protection. Jusqu'à ce que... il a eu le droit de garde, mais il continuait encore à jouer de son autorité parentale. Également, sa famille. Jusqu'en août 2005, où là, moi, il me reprend mon fils. C'était pas à lui de le prendre. Et là, je me fais... Je me fais rouer de coups par 5 membres de sa famille. J'ai subi une expédition punitive où j'ai reçu une 30aine de coups. Il y avait mon fils que j'ai eu avec lui qui était là et mon autre fils, il s'est sauvé, il a fugué. Il devait avoir 2005, il devait avoir 10-11 ans. Donc il a fugué parce qu'il a vu de la fenêtre. Et en fait, il y avait un attroupement dans le quartier. Et là, il y a une femme. J'ai même ramené la plainte. Je l'ai ramenée avec moi. La femme de la gardienne plus Enfin, il y avait la gardienne, tout le monde criait. Et là, elle a dit, vous allez la tuer, il faut prévenir la police, il faut prévenir la seule. J'ai reçu une 30aine de coups. Mais comme un chien par terre. Enfin, même un chien, ils m'ont écrasé la tête par terre. On est en 2005. Oui, traumatisme crânien. J'ai été hospitalisée, il y a eu un traumatisme crânien, j'ai le certificat médical. Il y avait 10 jours d'ITT au sens pénal et c'était violence volontaire aggravée. J'ai déposé plainte pour violence volontaire aggravée et finalement ça a été vu dans une conciliation pénale. Ça n'a même pas été jugé dans un tribunal et c'est qu'une membre de sa famille qui s'est considérée responsable et elle n'a eu qu'un rappel à la loi. Alors, Yamina, on est aujourd'hui en 2022. Là, on est en 2005. Qu'est-ce qui se passe depuis ? Il se passe que ça a jamais cessé, en fait. En 2008, il m'enlève mon fils. Enfin, il y a eu plein d'événements. Entre-temps, vous ne viviez plus avec lui ? Ah oui, je me suis sauvée. Vous êtes sauvée. Ouais. Le maire de ma ville de l'époque, il a alerté la sécurité générale du département. Ouais. J'ai envoyé des courriers au gouvernement, M. Sarkozy, que c'était à l'époque. Je leur disais l'urgence de ma situation, mais personne ne voulait m'entendre. Personne ne voulait m'entendre jusqu'à cette famille commence à me faire des signalements sur mes enfants. Donc, et en fait, on me place mes enfants une première fois. J'arrive à les récupérer parce que moi, je suis quelqu'un d'actif. Donc, je travaille à l'hôpital de la ville où j'habite. Et là, je peux obtenir un logement rapidement. Et puis, j'ai la mairie qui a accéléré. Mais en fait, lui, comme il voit que je m'en sors, il faut qu'il me détruise. Ouais. Donc, et en fait, ça n'a jamais cessé. Vous n'avez jamais subi de protection de la part des pouvoirs publics Alors si, mais qu'en 2019. Qu'en 2019 Voilà, il a fallu attendre 2019 pour que vous soyez protégé. Oui, j'ai demandé de l'aide à tout le monde. J'ai déposé des plaintes pour enlèvement d'enfants. Et une protection 2008. Qui a pris fin d'ailleurs il y a quelques jours. Oui, le 2 mai, le procureur a décidé de m'enlever cette protection. C'est la seule protection que j'ai, alors qu'ils savent très bien qu'il est extrêmement dangereux et qu'il ne m'a pas touché que moi. Il a touché des autres victimes avec qui j'ai été en contact que je ne connaissais pas avant en 2019. À quoi remontent les dernières violences, Yamina ? Pour moi, la violence, elle a continué jusqu'en 2022, puisqu'il a même pu déposer des plaintes contre moi. En fait, il a fait du harcèlement, des intimidations, menaces avec... À l'époque, c'était des menaces avec armes à feu, couteau, enfin, il y a eu plein de choses. De toute façon, je l'avais déjà raconté. Et moi, ce qui me touche, c'est que mon fils se fait enlever en 2008. La justice me convoque, moi et mes enfants. Et je dépose plainte pour soustraction d'enfants. Et là, on me replace mes enfants.
Ouais. J'ai cédé la garde en 2010. Bougez pas, Yamina, on continue d'en parler avec les questions aussi des chroniqueurs et une petite chronique aussi sur l'emprise, parce que là, il s'agit vraiment d'emprise pour le coup. Signé Audrey Pronosti en direct sur Facebook Live dans un instant sur Christophe Le Grand Forum et en direct sur France Maghreb. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum avec nos chroniqueurs évidemment et Yamina qui est avec nous, qui nous raconte, on peut le dire, un véritable calvaire qu'elle subit depuis la rencontre de cet homme. Aujourd'hui, Yamina, pour avancer un petit peu, parce que je ne vous cache pas que c'est assez compliqué et pour vous et pour nous. Aujourd'hui, comment vous faites pour vous reconstruire? Alors, il faut savoir... Parce qu'il faut bien le faire à un moment ou à un autre. Oui, non, mais il faut savoir que moi, à l'époque, quand je subissais les violences et que j'avais aucune aide, j'ai commencé à peindre. Parce qu'il y avait une artiste en face de chez moi qui m'a initiée, en fait, parce que je faisais des crises, des attaques de panique. Et en fait, j'arrivais pas à gérer. Parce que déjà, je suis déjà une personne très émotive. Et pour canaliser, j'avais du mal. Donc, du coup, je faisais des allers-retours à l'hôpital. Ils me mettaient sous des cachets. Moi, je ne voulais pas. Et finalement, elle m'a conseillé de commencer à peindre. Et je suis devenue une artiste dont j'ai fait ma première exposition en 2014 au Dôme de la ville où je vis. Et c'est comme ça que j'ai pu c'est très dur. Me reconstruire. Ouais. Et en fait, ça m'a donné une assurance et ça m'a fait survivre, en fait. Parce que... Alors, pardon de vous poser la question si brutalement, mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est-ce que vous avez encore foi en l'amour entre un homme et une femme? Je suis très vivante. Je suis très vivante et ceux qui me connaissent, ils savent très bien, bien sûr. Bien sûr, oui. Bien sûr. Je me dis, voilà, c'est une épreuve. Il faut que je la surmonte. C'est peut-être pas pour rien que je la vis, mais en même temps, c'est pas normal. Et en même temps, je me dis, voilà, je suis encore là, je suis debout, je suis... voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous subissez encore les violences de cet homme, de cette famille. Cet homme est en liberté aujourd'hui? Oui, il est en liberté. Il y a des procédures qui sont en cours. Et il aujourd'hui... vous intimide toujours? Il vous menace toujours? En fait, il passe au travers de mon fils. Ouais. Moi, je lui en veux pas, mon fils. Voilà, ça reste son père. Ouais. Et en même temps, c'est très dur pour un enfant de comprendre parce que lui, il a vécu dans un climat de violence et c'est très dur de comprendre, de comprendre cette situation. Et en même temps, il a subi des choses. Il a été incarcéré, mon fils. Donc, il y a eu beaucoup de choses et c'est pas, voilà, je peux pas lui en vouloir. Est-ce qu'il en veut à son père, par exemple? Quels sont les rapports entre votre fils et le papa? En fait, c'est très, très dur pour lui de comprendre. Il a quel âge d'abord, votre fils? Il a 19 ans. 19 ans, donc c'est un adulte. C'est un enfant qui me ressemble beaucoup. Donc, sur quel plan? Il me ressemble physiquement, caractèrement. Le caractère aussi. D'accord. Il a son côté artiste aussi. Et en fait, le père le sait. Donc, en même temps, j'ai l'impression que, vu qu'il a fait une fixette sur moi, il fera une fixette sur mon fils et il sait que ça va m'atteindre. Est-ce qu'il aime son fils, d'abord? Pour moi, c'est pas de l'amour. C'est une possession. Est-ce qu'il vous tient par rapport à cet enfant? Est-ce qu'il vous tient, par exemple? Oui. Il vous tient? Oui, il m'a toujours tenu par rapport à lui. D'accord. Donc, vous vous sentez quelque part attaché à cet homme, même s'il a été violent avec vous. Et vous vous sentez quelque part attaché? Il me tient par rapport à mon fils. D'accord. C'est pas un trait d'union entre vous deux. Je veux dire que votre fils ne vous lie pas, par exemple, sentimentalement, parce que... Non, jamais. Ça, il a compris. Il a compris. Ah oui, il a compris. Très bien. Parce que moi, j'ai été claire. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, Yamina, pourquoi vous décidez de prendre la parole aujourd'hui publiquement? Parce que déjà de une, je me dis que ça y est, aujourd'hui, moi, j'ai plus mes parents et que quelque part, peut-être qu'ils me donnent une force pour pouvoir dépasser ce qui se passe actuellement. Vous êtes au courant, vos parents, de ce que vous subissiez? Vos frères? Un de mes frères. Ouais. Mais je cache pas que, aujourd'hui, il est plus là. Père à son âme. Et c'était le seul avec qui je m'étais confiée et qui voulait en découdre, mais moi j'ai tout fait pour ne pas envenimer les choses. Ouais, exactement.
Ali. Déjà, c'est très difficile parce que vous avez décrit en fait de la violence physique, de la violence psychologique. Moi, je peux vous rassurer, Madame Yamina, vous êtes quelqu'un de tout à fait normal. Et malheureusement, vous avez rencontré dans votre vie quelqu'un de malade. On peut dire que c'est un fou. Excusez-moi du mot, je pense que c'est un fou. Même si vous avez partagé des moments, parce que vous décrivez quoi? Vous décrivez que de la violence psychologique et physique. Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que j'ai l'impression quand même que vous étiez tout le temps seul, puisque personne n'était visiblement autour de vous. Donc vous étiez un peu, quelque part, un peu son esclave. Excusez-moi du mot, je pense que c'est pour ça qu'il a réussi un peu avec vous. Donc où était l'État, où étaient les structures, les assistantes sociales, toutes ces personnes-là qui en général doivent un peu accompagner ce genre de profil pour vous aider, parce que c'est pas normal que ça puisse durer aussi longtemps. C'est-à-dire des violences physiques. Écoutez, madame, on n'est pas dans un pays de barbares, parce que là, vous décrivez des actes de barbarie. Alors, malheureusement pour vous, c'est quelque chose de commun, qui touche toutes les catégories socio-professionnelles. Des fous, il y en a partout. Il y a des médecins, il y a des avocats qui sont violents. Mais vous, je crois que quelque part, effectivement, vous avez les deux, la violence physique et la violence psychologique, qui effectivement sont terribles. Je vois qu'aujourd'hui vous êtes présente, sincèrement ça donne de l'espoir, vous avez une bonne volonté dynamique. Je crois que la peinture, elle vous a énormément aidé, je suis vraiment ravi pour vous. En tout cas, j'espère que les autorités vont écouter et puis vont pouvoir au moins vous assister dans cette épreuve-là, ce qui n'est pas normal, sur la partie professionnelle, sur la partie logement, et que les autorités juridiques aussi, effectivement, vont faire le travail normal, parce que, sincèrement, ce que vous décrivez, cette personne-là, mis à part être enfermée ou être soignée, je ne vois pas vraiment, est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans, je ne vois vraiment pas ce qu'on fait de cette personne-là. Mais en tout cas, soyez sûr que moi, je pense que vous allez devant de belles choses devant vous. Vous allez pouvoir bien vous occuper de vos parents, de vos enfants, pardon. Vos parents sont plus là, mais ils vous donnent une force. Tant mieux, c'est bien pour vous. Donc, allez de l'avant, madame. Moi, je peux vous dire, allez de l'avant. Ça fait partie de la vie, ce genre d'épreuve. Une épreuve qui est un peu longue, visiblement. Mais vous êtes là. Donc, quelque part, tant mieux. C'est que ça prouve que vous êtes battante. Vous avez surmonté sa peur. Vous avez surmonté. C'est très, très bien. Et j'espère vraiment du fond du cœur, parce qu'aujourd'hui, quand on a le ministre, vous avez parlé avant de Sarkozy, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et Marlène Schiappa, elle est plus là, elle est là encore pour quelques jours. J'ai eu beaucoup de ministres qui m'ont, le dernier en date, c'est Monsieur Castex. Oui. Qui m'a écrit. Oui. Et en fait, ils m'ont tous écrit les mêmes courriers. D'accord. Qu'ils allaient alerter le préfet. D'accord. Et derrière et là, j'apprends que le 2 mai, on m'enlève cette parce que ce qui me choque, c'est qu'ils m'ont enlevé cette protection. En me disant qu'il avait plus d'interdiction me concernant, parce qu'il a eu une deuxième condamnation le 15 novembre 2019. Il a été condamné pour harcèlement. D'accord. Et en fait, alors que après il a pas respecté. Non, il a pas respecté sa condamnation. J'ai pas arrêté de déposer plainte. Et là, ils me disent, il a plus d'interdiction me concernant, plus d'interdiction de contact. Et également, il peut paraître devant mon domicile puisqu'il a plus d'interdiction. Ça veut dire que pour moi, c'est pas logique. C'est totalement hallucinant. C'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Mais est-ce que vous avez un avocat aujourd'hui? Oui, j'ai une avocate. Alors, c'est du mot. Donc, je pense, théoriquement, nous sommes dans un pays de droit. On ne fait pas ce qu'on veut, comme dans ce pays, normalement. Et je pense que, à supposer même que cette levée a été faite le 2 mai, je pense comme que votre avocat est en droit et en mesure de pouvoir... De reconduire la mesure d'éloignement. Oui, mais ce qui me blesse, c'est que le procureur savait, et en fait, il savait tout ce que ça fait 2 ans que j'avais cette protection, donc il me voyait quand même. Et ce que je ne comprends pas, après, je ne dis pas que, ils ont commis une faute, mais ils auraient pu poursuivre cette protection. Mais pourquoi ils estiment qu'ils doivent enlever cette mesure d'éloignement? Parce que ça a été transféré dans un autre tribunal. Écoutez, dans ces cas-là, madame, on est plus dans des problèmes de procédure, de je sais bien de formalité. Et c'est là que je vous parlais d'avocat, c'est à votre avocat. Donc, parce que j'ai l'impression un peu dans tout ce que vous nous avez raconté un peu avant, moi ce qui m'embête un peu, c'est qu'au départ, tant mieux, c'est que vous êtes très esselé, vous êtes tout le temps seul, j'ai fait ça, j'ai subi ça. C'est pas normal, il y a quand même des gens, il y a des avocats. On sent que vous n'êtes pas assisté. J'ai été assisté, mais c'est des avocats que je n'ai jamais vus jusqu'en 2019, où c'était un très grand avocat que j'ai eu pour mon fils, parce que j'ai eu l'autorité parentale exclusive de mon fils au bout de 17 ans. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un aussi de très...
j'ai eu du mal à trouver des avocats qui me correspondent. Yamina, et là, j'en ai une depuis 2021. C'est parfait. Question toute simple. Comment vous voyez votre avenir maintenant, aujourd'hui ? Moi, moi, ce que j'espère du fond du cœur, c'est mes enfants. Ouais. Surtout que mes enfants, ils puissent s'en sortir. Ouais. Ça, c'est une priorité. Qu'on arrête de toucher à mes enfants, que la justice ne touche pas à mes enfants, parce que moi, je ne suis pas coupable de ce qui s'est passé. Et que je veux obtenir la justice, en fait. Ouais. Et après, moi, je pourrais aussi avoir la sérénité et enfin me réaliser. Est-ce qu'on peut vous témoigner, peut-être en écoutant ce qu'on a écouté au travers de votre témoignage, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous au travers de vos réseaux sociaux ou pas ? C'est à vous de nous dire. Oui. Vous pouvez nous donner vos réseaux sociaux éventuellement pour que certains auditeurs auditrices puissent se rapprocher de vous et peut-être certains d'entre eux ou peut-être vous aider éventuellement. Alors, faut que le problème, c'est que je ne peux pas donner le nom. Mon nom. D'accord, ok. À ce moment-là, on pourra mettre en relation si toutefois des gens nous demandent. Une question, oui. Christophe, oui. si tu permets. Madame Yamina, est-ce que vous avez saisi l'Office français des femmes victimes de violences ? Est-ce que vous l'avez En saisi 2019, je suis suivie par le CIDFF 95, France Victime. J'ai aussi la responsable communication qui m'a contactée en 2000. Quand M. Dupond-Moretti a été... Parce que moi, je suis quelqu'un aussi, je me bats. Quand j'ai su que M. Dupond-Moretti était au tribunal de ma ville, je l'ai cherché de partout dans le tribunal. Non, mais j'entends par là. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté concrètement au plan, par exemple, de l'aide, ne serait-ce que... En fait, l'aide, c'est déjà obtenir cette protection que j'ai pu avoir. D'accord. Et en même temps, signaler tous les faits. Les signaler parce qu'eux, ils sont directement en relation avec le parquet. Alors, dans un instant, on va écouter Audrey Pronosti qui n'est pas en plateau avec nous, mais qui est avec nous à la radio au travers de moyens technologiques, qui nous a préparé une chronique sachant votre venue, Yamina. Et le titre de la chronique est, je crois, très éducatrice de ce que vous nous avez raconté. C'est l'emprise. L'emprise, signée Audrey Pronosti, dans un instant sur France Maghreb 2. Bon, je vous annonce tout de suite, il n'y aura pas de quiz et on passera directement ensuite à la belle histoire qui a aussi un petit mot à nous dire dans un instant de plus. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec ce témoignage très dur de Yamina qui est avec nous aujourd'hui, qui a vécu ces violences psychologiques, physiques, harcèlement, depuis 2003, en gros. Yamina. Ah non, depuis les fins années, enfin les fins entre 98 et 99. D'accord, donc ça remonte à bien plus de temps. Alors Audrey Pronosti qui souhaite vous poser une question, Audrey. Oui, alors moi je n'ai pas osé vous interrompre parce que votre histoire est forcément touchante. N'importe quelle femme ne peut être touchée. Tous les hommes ici sur ce plateau sont touchés et je pense tous nos auditeurs. Moi, il y a un mot qui m'a frappée et une façon dont vous êtes exprimé, c'est le mot honte. Et je trouve ça hallucinant, même si je comprends que vous ayez honte. C'est pas vous qui devriez avoir honte. Aujourd'hui, vous êtes une femme admirable, respectable. Vous êtes venue parler de votre parcours parce que je pense aussi vous en avez besoin, mais aussi pour donner de la force à d'autres femmes qui vivent cette situation. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, c'est clairement, on sait très bien que dans ce genre de situation, il y a énormément de chantage affectif. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on n'arrive pas forcément à se sortir de ce genre de relation immédiatement. Et donc, à partir de là, moi, ma question, elle est toute simple. À partir de quand vous avez eu le déclic ? À partir de quand le chantage affectif a cessé de fonctionner ? Quand mon fils est tombé, enfin, mon fils est tombé dans le coma en détention. Il a été incarcéré. En 2019. Ok. Donc on est bien dans un instinct de survie. Oui, parce qu'il fallait que je sauve mon fils.
Et c'est vrai, Audrey a raison de rappeler ce terme. Vous l'avez employé à plusieurs reprises, honte. Mais c'est pas vous qui devez avoir honte, Yamina. J'ai honte par rapport à mes parents. Il m'a sali, il a sali mon nom. Mais vous y êtes pour rien. Eh oui. Vous pouvez pas être coupable de quelque chose qui est totalement anormal, qui est totalement... c'est pas normal. La belle histoire. Moi, je dirais simplement que la peur doit changer de camp. Ouais. Voilà, tout simplement. Vous n'avez rien à vous reprocher, chère madame. Vous êtes venue ici, en direct, sur France Maghreb 2, pour dénoncer, pour vous, mais pour toutes les femmes aussi qui vivent le même calvaire que vous, au moment où on se parle. Et je pense que vous avez pris une responsabilité très importante, qui est celle de prendre votre courage à deux mains et de venir parler. C'est pas facile, c'est pas évident, mais sachez, en mon nom, au nom de tous, au nom de France Maghreb 2, au nom de tous les auditeurs de France Maghreb 2, nous sommes en complet soutien avec vous. Vous êtes une femme, vous êtes une mère, vous êtes une sœur, vous êtes notre sœur, vous êtes la bienvenue ici, et vous aurez toujours notre soutien le plus appuyé, quelles que soient les démarches que vous effectuerez. Merci. Alors, on va écouter cette chronique. Audrey Pronosti nous a écrit pour la circonstance. La chronique s'appelle Emprise. Écoutons Audrey Pronosti. Lorsque l'intolérable devient considérable, que l'inacceptable devient norme supportable, que la tolérance devient violence, que toute cette résonance devient omnipotence, alors il est déjà trop tard, car cette force pernicieuse nous égare, nous rend faibles et dépendants d'un être égoïste, souffrant ou malveillant. Vous l'aurez compris, je vous parle de l'emprise, ce sentiment dévastateur qui nous enlise, qui empêche de raisonner à notre guise et dont on tait l'existence par hantise. Pourtant, qu'on se le dise, lorsque cela arrive, la solitude est intensive. Lorsqu'elle s'immisce dans une relation, vicieuse est son apparition, lentement elle fait son intrusion, mais sûrement elle entre en action. Alors l'entourage extérieur ne comprend pas, beaucoup jugent en pointant du doigt les dégâts, chacun va de ses commentaires acerbes et indélicats, car bien sûr, eux, jamais ils ne vivraient cela. Pris au piège de son propre mensonge, à ne pouvoir réaliser, on replonge, on oublie, pardonne, mais tout cela se prolonge jusqu'à s'oublier et que cela nous ronge. Mais la vérité, pour pouvoir y échapper, être capable de s'éloigner, de dire stop pour se protéger, seul un élément de survie peut nous sauver. Certains s'en sortent par une volonté excessivement forte, d'un premier pas, d'un premier combat que l'on emporte vers la libération ultime nous exhorte, mais d'autres n'y échappent pas. La peur conduit à l'omerta, les séquelles et blessures résonnent tel un assassinat. Car pour ces personnes-là, malheureusement, sonne le glas. Voilà pour ces mots de Audrey Pronosti. Le titre de la chronique s'appelle L'emprise. Yamina, pour finir, j'aimerais que vous ayez ces quelques mots pour éventuellement ces femmes. En l'occurrence, ce sont ces femmes en particulier qui sont concernées, même s'il y a des hommes aussi qui subissent la violence de femmes, ça existe. Heureusement, c'est pas fréquent. Aujourd'hui, la préoccupation, ce sont ces femmes qui, on le rappelle, avec ces chiffres absolument incroyables. Et il y a encore 2 jours, il y a une femme à Toulouse qui est morte par arme à feu par son mari, qui a été tuée par son mari. Qu'avez-vous à dire à ces femmes, éventuellement, qui sont dans une situation de violence psychologique, violence physique, de la part de leur compagnon, de leur mari ou de leur ex-compagnon? Qu'avez-vous à leur dire pour peut-être que le déclic arrive? Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas la situation, et moi le premier, on a tendance à se dire mais pourquoi elles restent? Pourquoi elles subissent? Pourquoi elles ne se sauvent pas? Pourquoi elles ne s'en vont pas? Pourquoi elles restent là-dedans? Et en fait, il faut juste apprendre à ne pas juger parce que ils ont cette force, ces pervers. Il n'y a pas de mots pour les qualifier. C'est justement, ce dont a été évoqué par Audrey, cette emprise. Qu'avez-vous à dire à ces femmes qui peuvent éventuellement nous écouter aujourd'hui? En fait, il faut même pas minimiser, même une claque.
Même une claque, une insulte, il ne faut pas le minimiser. Et que dès l'instant où il y a de la violence, ça peut être aussi moral que physique, il ne faut pas hésiter à en parler. Et surtout, à mon expérience, c'est se munir d'un avocat et pousser les portes du tribunal et demander de l'aide au service d'aide aux victimes. En fait, il ne faut même pas avoir peur d'aller demander de l'aide. Enfin, moi, pour mon expérience à partir de 2019, moi, j'ai commencé à avoir de l'aide. Et là, j'en ai tellement pas eu en 15 ans que là, j'en avais un petit peu de partout. Et en fait, il ne faut pas hésiter à parler. En fait, il faut parler. Il faut aussi aller consulter un psychologue, parler avec un psychologue. Il ne faut pas hésiter, en fait. Ouais. Il faut ne pas accepter l'inacceptable. Exactement. Yamina, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Du bonheur. Moi, voilà, que je sois heureuse avec mes enfants, c'est tout ce que je demande, et que j'obtienne la justice. Ce sourire nous va très bien pour terminer cette émission. Voilà. Merci beaucoup, Yamina, vous êtes ravissante. Merci. À très bientôt. Au revoir. Dans un instant, la belle histoire. Ça va être dur de reprendre après ça, hein, mais tu as cette lourde tâche pour nous raconter cette émission si particulière. Restez avec nous sur France Maghreb. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Smaïn Tefour, avec Ali, notre directeur commercial, avec Audrey Pronosti, notre journaliste. Tout le monde va bien ? Ça va ? Ouais. Très bien. On est un peu ému, hein, Christophe. Oui, forcément. Par rapport au témoignage de Yamina, quand même, que nous soutenons sans réserve. Hein. Ouais, elle nous a donné une leçon de courage. Moi, absolument. Je vous le dis, franchement. La belle histoire. T'es pas venu pour rien, toi, aujourd'hui, hein ? Écoutez, c'est pas toujours évident, d'autant plus que ma chronique en fin d'émission est souvent teintée de prise de recul, d'un peu d'humour, d'un peu de tout ça. Il en faut. Mais justement, j'ai envie de poser une question à Yamina. Yamina, est-ce que vous voulez rire un peu ? Est-ce que vous voulez sourire ? Bah oui, quel vrai. Non, mais en vérité, c'est parce que là, je connais pas trop, mais je suis une très bonne vivante et je rigole beaucoup. C'est parti. Bien. Violence conjuguée, c'est le titre de la chronique de La Belle Histoire. C'est parti, à toi de jouer, mon ami. Allez, c'est parti. Merci Christophe. Violence conjuguée. Ce grand forum aujourd'hui est une nouvelle fois celui de tous les contrastes. En effet, notre société vit au rythme des violences conjuguées, à commencer par celle du Parti socialiste où les socialistes sont partis. Cazeneuve, parti à la vieille case de l'oncle Tom, maintenant, que deviennent les valses de haine, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années à la lèche en calèche. Macron, tu penses? Et les éléphants qui, en cas d'accord, prépareront leur place à l'EHPAD jusqu'au jour où faut regarder et m'emporter. Je suis pas périssable, je suis bon à la poubelle. Eh oui. Michel Jonas. Parti socialiste, le vent m'emmener au cimetière des éléphants. Eddie Mitchell. L'histoire partie de la gauche est dorénavant découpée façon pulse entre la poire et le fromage. Martine Aubry, en 2 mots. Et François Hollande, l'autre prix du fromage en dessert après un désert présidentiel. Même son ancien Premier ministre veut crier comme Balavoine: je ne suis pas un héros. C'est clair. Socialiste, ça me colle à la peau. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire les mythos socialos. Je ne suis pas un héros. Eh oui, il n'est pas un héros. En tout cas, comme dirait Ségolène, Olivier Faure a emprunté la voie royale vers la défaite. Mais enfin, le Parti socialiste est mort. Son logo est la rose à la main. Une rose épinée sur Seine. Eh oui, le congrès d'Épinay. Où le rouge sang saigne nos bras.
ceux des ouvriers, des plus modestes d'entre nous. C'est la fin de la lettre à France, où, au soir des législatives, les Français feront de cordiales salutations et rebaptiseront le Parti socialiste PS, post-scriptum. Point final. Il est utile de préciser que Mélenchon n'a rien inventé. En effet, sous François Hollande, la France insoumise existait déjà. Ça s'appelait les frondeurs. 70 circonscriptions promises versus 70 circoncisions insoumises. Lol. Zappons pour le zapping, Olivier Tom Fort, premier dactylo-sténo du PS, se fait cuisiner par Apolline Haye-Finzerbe en cherchant le coup d'état permanent, comme disait jadis Mitterrand. Sauf qu'à ce stade, c'est le coup de buzz permanent, le journalisme de bas âge, qui prend les politiques en otage. Jean-Jacques Bourdin, sors de ce corps! La République, c'est moi! Marseille, foyer de toutes les violences, qui aurait nécessité l'intervention de Gérald Moussa Darmanin, Minus de l'intérieur, mais Brutus à l'extérieur, incapable d'y faire régner l'état de droit, un pays incapable de faire régner l'ordre, pouvoir public ou faiblesse en public, le sommet de la France est gangréné par l'inaction républicaine. Autorité et assistance aux citoyens, ce serait quand même de bonne loi. Rendez-vous compte vraiment, même à Marseille, le réseau 4G glisse comme un savon, n'est-ce pas Karim? Violence conjugale sans transition avec Yamina. Racontant son calvaire de femme battue pendant près de 20 ans. Cet homme l'a piqué en discothèque, entre guillemets, à un moment de faiblesse pour notre invité. Premier coup au bout de 3 semaines seulement. Menace de mort, séquestration, viol. Ce monsieur, que dis-je? Le barbare a fait subir à une femme l'horreur. C'est la maladie de tous les temps. Porter la main sur la source même de notre existence, sur la source même de la vie. Messieurs, les violents, souvenez-vous que vos mamans étaient sanglées de bonheur de vous mettre au monde avec un degré de violence à l'accouchement inouï. Quel mépris nous vous portons, car votre monde ne correspond en rien à la gloire et au respect que l'on doit en toutes circonstances à nos femmes, nos mères, nos sœurs. Une histoire, celle d'une femme présente au studio qui a subi toutes les souffrances, humiliation, harcèlement, le cocktail explosif de l'emprise dans l'empire du désespoir. C'est un témoignage très émouvant qui souligne les efforts énormes encore à réaliser pour être ferme, sans main tremblante face à ces violences. Yamina, c'est notre sœur. Elle peint, elle envisage l'horizon en espérant qu'il soit plus heureux. Nous avons une femme qui s'exprime, qui est libre. Et hommes et femmes que nous sommes se dressent pour vous soutenir avec une vraie espérance d'éradiquer la violence sous toutes ses formes. Force à vous, force et courage à vous et à vos enfants. Après cela, la politique, la violence médiatique, la violence idéologique n'est rien à côté du calvaire de Yamina. Alors que beaucoup de femmes connaissent le virus mortifère de l'emprise, faites en sorte, Macron et autres chiapas, de faire réalité la cause des femmes. Pensez à Shaynez, à qui je consacrais il y a 1 an, jour pour jour, une chronique abattue par son mari. Je voudrais aussi avoir une pensée pour le peuple corse. 30 ans, jour pour jour, après la catastrophe du stade de Furiani. Ouais. Nous n'avons pas oublié. Et pour conclure, avec du positif, je voudrais vous saluer ainsi. Salamu alaikum, sahaidakum. Wa alaikum salam, mabroukaïdakum. Merci beaucoup, la belle histoire. Bravo pour cette chronique, encore une fois, avec ces mots très touchants et très poignants. Bon, ainsi se referme cette émission aujourd'hui. On souhaite que le meilleur pour Yamina, qui encore on remercie d'être venu et d'avoir eu ce courage donc de nous parler de ce calvaire qu'elle a subi. Mon cher Ali, à très vite. À très vite, oui, bien sûr. Ouais, vous n'êtes pas seul, Yamina. Croquer la vie à plein de dents, plein de dynamique, plein de bonnes choses. Allez-y, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Vous le méritez en plus. Que du bonheur. La belle histoire. Merci encore. Merci de ta venue dans nos studios. Merci mon Smaïn. De rien. Merci Christophe. Merci ma Audrey. Mais de rien Christophe et merci à vous tous et force à vous Yamina. Force et honneur évidemment. Bon, ouais. Merci à tous et on souhaite je vais le dire, hein, ça m'arrive de temps en temps d'être un peu gentleman. Bonne chance à Marseille ce soir. Bonne chance à Marseille. Bonne chance. Ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera uniquement là.
Et le match de fou d'hier, incroyable. On parle plus de remontada, on parle de Real Madrid maintenant, c'est fini. Merci à tous, rendez-vous demain avec Nadia Sherif, avec Farid Tamsamani, Tarek Mami. De retour demain à 16h, ciao à tous.